Nous sommes au Café des Funambules. Nous avons déjà organisé en l'été 2008 un café, un pot astro, tu t'en souviens? Oui. J'étais dans le bus avec Paul Roland. Oui, oui. Là, on est en train d'enregistrer là. Oui. Et t'as pas à faire de réflexion de ce genre. Là, on est obligé de couper, on est obligé de recommencer. À partir du moment où on fait ce genre de réflexion de ce genre, ça n'a aucun sens. Quand on est filmé, on fait attention à ce qu'on dit. Quand je dis tu, ça veut pas dire que tu es en train de rencontrer. Tu n'as pas de faire d'observation des petites techniques, c'est pas du tout ton rôle. Alors justement, profitez pour voir si on entend bien. Il me semble qu'il y a beaucoup de bruit là. Non, non, mais de toute façon, Je vais le remettre à zéro. non, mais ça change rien, de toute façon, on va pas changer le système. T'as qu'à faire attention de. Non, non, mais t'as qu'à parler assez fort. T'as qu'à changer avec moi, puis tu seras plus près de la caméra. Moi, j'ai la voix tout portée. Le problème de la luminosité qui va. C'est vrai que c'est pas une idée très bonne de se mettre le dos à la. Mais là alors. Bah oui, toi tu veux être le dos, mais la dernière fois on a eu ce problème, il ne faut pas se mettre avec la lumière dans le dos, autrement on a des problèmes de luminosité qui sont très mauvais. En tout cas, non, de toute façon c'est toi qui veux te mettre là, mais c'est pas génial. Regarde, on ne voit pas. Non, mais ça c'est un problème, ça peut s'orienter. C'est pas le problème de se voir ou pas. Ça sort. Tu sais pas qu'une caméra ça s'oriente. C'est toi qui sais. Alors, je ne te parle pas de ça, je ne te parle pas de la dose. Tu sais très bien qu'on ne te voit pas. Je suis pas idiot. Voilà. Il faut c'est éviter les problèmes de lumière. Parce que dès qu'on est dans un endroit comme ça, il y a des problèmes de lumière à peu partout. C'est pareil, c'est chez moi. Alors, l'écran là. Non, ça va, on s'en va comme ça. Bon, donc, alors, tu ne fais pas de réflexion du genre, c'est ceci, cela, tu es filmé, tu ne fais pas de réflexion. Il faut force à. Non, non, mais d'accord, mais il faut arrêter là. Comment? Mais ça, c'est pas une question de recul, c'est une question. Mais tu connais pas le système de la caméra? Voilà, Mais c'est pas une question de reculer la caméra. mais non, je dis l'image. Ah bon? C'était en mouvement. Bon, nous sommes au Funambule, un café où nous avons déjà organisé, qui est juste à côté, juste en face quasiment de la rue de la Providence, au 204 rue de Tolbiac. Nous avons organisé déjà en juillet 2008 un pot astro avec pas mal d'astrologues, donc autour de Paul Roland. Et là, cette fois-ci, d'ailleurs Mireille Petit, que nous voyons là, était déjà à ce pot astro à l'époque. C'était un peu la préhistoire de Téléprovidence. Et donc, nous allons compléter un entretien que nous avons déjà initié il y a quelques jours, rue de la Providence. Alors, donc, je voudrais que vous nous parliez justement de l'idée que vous faites de la profession astrologique. De quelle façon vous entendez œuvrer dans cette direction? Eh bien, l'idée que je me fais de la profession astrologique, elle est personnelle d'abord, parce que je pense que chaque astrologue a sa façon de procéder. Et donc, qu'est-ce que je peux dire sur ça?
Par rapport à la déontologie, vous pensez, par rapport à la façon de procéder dans la consultation? Par rapport à ce que l'astro peut apporter, ce qu'il peut attendre, quel est l'enjeu de la consultation. Oui, tout d'abord, tout dépend également de la spécialisation de l'astrologue. Bon, moi, je me suis spécialisée dans la synastrie, dans la relation de couple. Qu'est-ce que je peux apporter? Je peux apporter disons, un éclaircissement sur la relation que je peux avoir. Comme je disais l'autre jour chez vous, il est important peut-être de voir un astrologue avant d'avoir une relation, c'est-à-dire au moment que l'on connaît la personne, plutôt qu'après, disons, quand la relation est déjà établie, parce qu'on peut éventuellement se faire une idée plus claire de la personne que l'on a devant soi et avec qui on doit normalement faire des projets, on doit s'accoupler, voilà. L'astrologie dans ce sens est intéressante parce qu'elle peut nous dire si la rencontre s'est faite dans un moment qui est un moment clé, disons, qui est marqué par des transits qui sont marquants, et donc si la relation est significative, elle peut nous dire par rapport à certaines techniques astrologiques, non pas si c'est le bon moment, mais si la rencontre se fait par rapport à certains aspects. Bon, moi j'utilise beaucoup en ce moment la Vénus progressée, et je trouve que c'est très parlant. Je fais, disons, certaines études sur différents couples, et j'ai vu que les Vénus progressées sont curieusement, nous renseignent beaucoup sur le début de cette relation. Elles nous renseignent également sur le fait que la relation peut être limitée dans le temps. C'est ça qui est intéressant. Disons que ces études sur la Vénus progressée, je les ai améliorées depuis que j'ai connu un astrologue australien qui s'appelle Paul Westpham. Vous avez connu son travail ou lui-même? Je l'ai connu par rapport au CHIDA, c'est-à-dire au Linguage Australian, la revue de CHIDA, qui est le centre astrologique italien. J'avais lu un article intéressant de cet astrologue, qui est d'ailleurs assez jeune, et qui a fait une étude approfondie sur les progressions de Vénus. Et donc, il donne, disons, un récapitulatif de sa recherche, et il cite notamment différents couples, dont par exemple Vadim et Brigitte Bardot. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans le thème, au moment de la rencontre de Vadim et de Brigitte Bardot, c'est que la Vénus progressée de Brigitte Bardot, me semble-t-il, c'est disons où la Vénus progressée de Brigitte Bardot et celle de Vadim est en aspect, en trigone avec la Vénus natale de son partenaire. Alors, on se rend compte justement que au moment de la rencontre, souvent, la Vénus progressée ou Mars progressé sont en aspect significatif avec le Soleil ou Vénus. Et ça, je dois dire que c'est tout de même très important. On le vérifie tout de même très souvent. Il faut bien dire qu'en astrologie, on n'a jamais le 100%. Ça, c'est un petit peu ce qui m'a toujours quelque part fait reculer dans mes études. C'est le fait qu'on n'a pas un 100%. Alors, à partir du moment où on n'a pas un 100%, eh bien, on ne peut pas être sûr à 100% de ce que l'on peut dire à la personne que l'on a devant soi. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, m'a toujours gênée dans l'astrologie.
c'est le fait qu'on ne puisse pas être sûr de ce que l'on dit, de ce que l'on avance. Alors, il y a certaines personnes qui diront oui, dans l'autre profession c'est pareil, par exemple le médecin, ne sont pas toujours sûrs à 100% de ce qu'ils racontent. Moi personnellement ça me gêne quand même beaucoup de faire une prévision et de ne pas être sûr que cette prévision sera juste à 100%. Mais qu'est-ce que ça veut dire juste à 100%? Au niveau de la date, au niveau de ce qui va se passer? Ah oui, au niveau de ce qui va se passer. Bon, peu importe la date, enfin bon, on peut dater bien entendu un événement, mais ce qui est tout de même très embêtant, c'est d'annoncer à une personne qu'elle risque d'avoir un changement dans sa vie, par exemple, et que ce changement ne se produira pas. Je trouve quand même que c'est lourd. La consultation dans ce sens, pour moi, est tout de même implique une grande responsabilité de la part de l'astrologue. Et énoncer simplement des mots comme changement, par exemple, ça, c'est peut-être fâcheux. Alors on vous répondra. Disons une forme d'anxiété, une forme de. Enfin, moi je suis assez intransigeante. On vous répondra à Mireille Petit, on vous répondra que de quelle astrologie parlez-vous? Quand vous dites que l'astrologie n'est pas valable à 100%, quelle astrologie, premièrement? Deuxièmement, chaque astrologie a son degré de précision, n'est-ce pas? Comme vous dites, pas 100%, c'est-à-dire que ne pas dire des choses qui sont fausses. Oui, donc tout dépend, si vous vous aventurez pas dans un domaine où vous dites des choses fausses, vous ne faites pas dire des choses fausses. Bien sûr. Ça dépend aussi de ce que vous attendez de l'astrologie. Si vous avez un client qui vous demande... Ah oui, mais alors maintenant, ça c'est la dictature du client. Non, c'est pas la dictature. Non, mais je veux dire que le client, il peut très bien vous amener à, comme on dit en français, il peut vous pousser à la faute. Il peut vous demander au-delà de ce que vous pouvez faire. À ce moment-là, c'est un autre problème. Hein. Ah oui. On propose une prévision, on répond à une question simplement parfois. On vous demande est-ce que je vais changer de travail cette année par exemple. Bon, alors on peut opérer de différentes façons, hein. On peut utiliser des outils différents. Il y en a qui vont utiliser l'astrologie horaire, il y en a d'autres qui vont utiliser les transits, il y en a d'autres qui vont utiliser la révolution solaire, etc. Mais il faudra donner une réponse. Alors, vous dites à la personne, bon, par rapport à ce que je vois, par rapport à cette technique, je pense que vous allez changer de travail. À partir de là, cette personne se fait une idée tout de même très précise de son avenir. Et quelque part, il y a quand même une forme de préjugé. Il y a une attente, dirais-je. C'est ça qui est tout de même assez embêtant. En vous entendant, on a l'impression qu'effectivement, l'astrologue, c'est celui qui répond aux questions qu'on pose à l'astrologue. C'est-à-dire que c'est... Parfois, oui. Oui, enfin, je veux dire, c'est ça qui se passe. Un astrologue, c'est quelqu'un qui est capable de répondre aux questions que posent les gens qui vont voir un astrologue. Oui, je pense. Bon, c'est pas forcément la définition que tout le monde donnerait de l'astrologue. L'astrologue n'est pas obligé de répondre à toutes les questions qu'on lui pose. Ben non. C'est bien là justement où se pose la question de la consultation. Quoi répondre à la personne et comment répondre. Mais il y a aussi la question de savoir... C'est là justement l'art en fait de l'astrologue, c'est de savoir répondre convenablement à une question. Parce que par exemple, j'ai en tête un exemple assez précis, tiré d'ailleurs justement du manuel d'astrologie horaire de... Comment s'appelle-t-il déjà? Astrologue allemand. Je voulais le présenter d'ailleurs sur mon site, ça va me revenir. Enfin bref, on pose la question à cette personne, on lui demande est-ce que je vais continuer à avoir une relation avec mon amant? Et donc il érige le thème horaire. Il voit effectivement que cette femme risque de continuer à avoir une relation avec son amant et de chagriner son mari qui l'aime beaucoup.
Et donc, en fin de compte, même s'il a vu, qu'il a démontré par le thème horaire que cette femme allait continuer à avoir une relation, eh bien, il décide de lui dire non, je ne pense pas que... Non, il décide de lui dire, il est possible que vous continuez, mais sachez bien que cette relation risque de chagriner beaucoup votre mari. En tout cas, il tourne la question de manière très, très psychologue. Je trouve... lui-même dit pour le bien de cette femme, enfin bref, il ne lui dit pas vraiment la vérité. Donc je me suis posé la question, est-ce que les astrologues répondent toujours, donnent toujours des réponses par rapport à ce qu'ils voient dans les thèmes horaires? Non, en fait, il n'est pas question de répondre toujours par rapport à ce que l'on voit. Il faut également adapter la réponse par rapport à la situation. C'est bien ça l'art de l'astrologie. C'est adapter une réponse par rapport à la situation. Et alors d'où la nécessité et à mon avis l'importance de questionner beaucoup le client avant de répondre, avant de faire une étude. Il faut avoir un entretien préalable et bien connaître en fin de compte les tenants et les aboutissants, et bien connaître la vie de cette personne, le passé de cette personne. Encore une fois, je me réfère à Nostradamus, parce que en fin de compte, je pense qu'on le connaît mal, cet homme, et Nostradamus procédait comme ça. Il travaillait beaucoup sur le passé des personnes. Je pense qu'il faut travailler beaucoup sur le passé des personnes. Ça, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je précise. Mais alors, je voudrais vous poser une question qui va peut-être paraître un peu surprenante et un peu psychique. Finalement, toutes ces prévisions, la personne ne peut pas les vérifier tout de suite. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on... La personne va sortir du cabinet avec des réponses qui ne pourront pas être immédiatement vérifiables. Et on n'est pas sûr qu'elle va revoir l'astrologue par la suite. Et on n'est même pas sûr que l'astrologue sache ce qu'il en a été de ses réponses. Donc les conditions même de travail de l'astrologue, qu'est-ce qui fait qu'un client est satisfait en sortant de chez l'astrologue? Puisque justement, il n'a pas pu vérifier. J'ai consulté quand même pas mal en Italie. J'ai quelques expériences particulières par rapport à la prévision. Je peux dire que les clients qui reviennent sont souvent des clients qui ont été satisfaits dans le sens que la prévision s'est vérifiée. Oui. En tout cas, ce que vous lui avez dit a eu quand même une résonance par rapport à la prévision de cette personne. J'ai en tête, par exemple, une cliente qui m'avait demandé... Non, elle était venue pour une synastrie, justement. Elle avait un problème de couple. Je regarde son thème et je lui dis, avez-vous la possibilité matérielle de vous séparer de votre mari, puisque vous voulez vous séparer de votre mari? Elle me dit, en ce moment, je travaille, mais effectivement, ce n'est pas facile. Enfin, bon. Je regarde son thème et je dois dire que c'est sur une impulsion probablement très intuitive. Je vois un Jupiter en 8 et je lui dis, mais vous savez, vous êtes prédisposé à avoir un héritage dans votre vie. Et alors elle me dit, oui, on termine la consultation. Et une semaine après, elle me téléphone et me dit, savez-vous que je viens d'hériter d'un ami de la famille qui m'a laissé une maison en Autriche. Et donc, d'ici peu, j'aurai tout de même une grosse somme à ma disposition. Et de ce fait, eh bien, j'ai décidé de me séparer de mon mari. C'est rien de spécial. Ça aurait pu se produire un an plus tard. Bien entendu, mais je veux dire que ce n'était pas une prévision, puisque je n'ai pas fait une prévision. J'ai simplement analysé son thème. Oui, c'est ça. Donc et elle n'avait même pas un transit d'ailleurs qui actualisait cet aspect de Jupiter.
je lui ai simplement dit ça. Alors, vous voyez, je pense que l'astrologue, quelque part, est tout de même un médiateur. Effectivement, il y a des choses qui sont tout de même très, disons entre guillemets, très magiques quoi, dans la consultation. Non, mais effectivement, quand on prend le cas du thème natal, on couvre donc toute la vie de la personne. Ce qui est dans le thème, ça peut se manifester beaucoup plus tard. Bien sûr. Donc peut-être 20, 30 ans plus tard, on ne sait pas. Et donc par conséquent, la notion de vérification est très aléatoire. Mais la question de poser est plus générale, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une consultation est réussie, c'est-à-dire réussie, non pas par la suite, mais qu'est-ce qui fait que la personne est satisfaite de la Tout d'abord, est satisfaite en sortant, et pour payer c'est d'ailleurs. la relation qui s'établit entre le client et l'astrologue qui doit être une relation positive et de confiance. Enfin, Voilà. on se sent bien avec la personne. Voilà, mais ça ne relève Ça relève de la personnalité voilà. de l'astrologue. Ça n'est pas fonction de la vérité de ce que l'astrologue va dire. Non, pas dit. du tout. Voilà. Pas du tout. Donc, D'ailleurs, je voilà. pense qu'un astrologue peut tout à fait tomber à côté de la plaque, comme on dit, et puis revoir son client ensuite parce que il aura établi un bon contact Voilà. et voilà et la personne se sent bien quand elle va voir ses Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est se sentir, disons, passer un bon moment. oui. Passer un bon moment. C'est très simple en fin de compte. Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ben, effectivement. Pourquoi est-ce qu'on retourne chez un psychologue ou autre, disons, personne qui Chez un travaille psychologue, dans... c'est souvent parce que c'est prévu pour. Oui, mais parfois on peut ne pas être satisfait de la consultation qu'on a avec un psychologue. Et il y a des psychologues qui ne conviennent pas. Enfin, là encore, je pense que la symétrie entre l'astrologue et le client est tout de même très importante. Si vous avez des incompatibilités, ça se ressent certainement. J'imagine que le Mars d'un astrologue qui tomberait sur la Lune de son client, qui serait en mauvais aspect, indiquerait tout de suite que c'est une relation qu'il faut éviter. Et il y en a d'autres aspects, mais celui-là en particulier. Parce qu'on risque effectivement d'être froissé par cette personne, d'être agressé peut-être, pourquoi pas. Donc, vous passez d'un extrême à l'autre. Soit, effectivement, la conduite c'est très facile, quand on sait garder le contact avec la personne, mais en même temps, c'est très difficile parce que on n'arrive pas à une certaine précision. Alors, on a vraiment, les gens qui vous écoutent, ils se sentent un peu perplexes. Non, je dis que ce qui est de la synastrie entre l'astrologue et le client ressort à la fin de la séance. Probablement, si vous avez une mauvaise synastrie avec votre astrologue, ça va se ressentir dès la première heure. Autrement dit, au niveau psychologique, les synastriques, c'est 100%, c'est ça, hein, et au niveau prévisionnel, c'est pas 100%, c'est ça que vous êtes en train de lui dire. Non, vous avez raison, c'est bien. C'est très juste ce que vous dites. C'est pas 100% effectivement. Et là aussi, il y a des analyses qui ne collent pas forcément avec la réalité. On va savoir pourquoi. La réalité, c'est celle que le client connaît. Non, c'est le résultat de cette relation, la réalité. Vous parlez de la relation de couple ou la relation avec Non, de la relation avec l'astrologue. On est en train de parler de la... Donc il y a des cas où la synastrie n'indiquerait pas que ça se passera bien et ne se passe bien, On et a inversement. une probabilité, est-ce que le résultat soit celui que l'on dit dans notre étude, disons, de synastrie. Mais il y a également un pourcentage Mais il est d'impondérables. un fait aussi que si vous êtes déjà convaincu par avance que ça va bien se passer, ça va jouer en faveur du bon déroulement de la relation. Probablement, oui. Et inversement. Vous avez raison. Donc il y a un facteur d'autosuggestion au niveau de la synastrie. Et même c'est une sorte de prophétie qui se vérifie d'elle-même. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu, c'est facile de prouver que c'est facile de ne pas s'entendre avec quelqu'un.
Si par exemple je vois que la synastrie n'est pas bonne, bon bah j'ai pas de difficulté à faire que ça se passe mal. Non, on ne dit pas la synastrie est bonne ou pas bonne. Premièrement. Il n'y a pas de synastrie bonne ou mauvaise. Là aussi, il y a dans la synastrie des éléments qui sont difficiles et d'autres qui sont faciles. Et la moyenne, eh bien, c'est le résultat qui en est. Alors là, si j'entends bien, si je traduis bien ce que vous dites, Oui. c'est lié à la question des aspects, ce que vous dites. Bons aspects, mauvais aspects. Là, difficile, quand on entend difficile, pas difficile, on a l'impression que c'est quand même le codage des aspects. C'est lié en partie aux aspects. C'est lié en partie aux aspects, mais pas forcément, puisque je vous ai dit, moi, j'utilise pas mal les progressions de Vénus. Mais ça aussi, ça pose des questions d'aspect, de progression. Ça pose des questions d'aspect, mais on considère également les aspects négatifs comme, significatifs. Et d'ailleurs, même en synastrie, même dans une étude de synastrie, une opposition Mars-Vénus ne va pas, indiquer une mésentente sexuelle. Au contraire, ça va même peut-être être plus fort que la moyenne. Donc ce n'est pas lié à la qualité des espèces, mais à la présence, à l'existence des espèces, je dirais. Voilà, oui. Mais comme je vous disais une fois, c'est une sorte de synastrie, elle a un côté très mathématique. Et d'ailleurs, c'est ce côté très mathématique au niveau des synastries, très mathématique au niveau des transits, au niveau des dates, qui apparemment, c'est ça qui vous paraît valider l'astrologie dans son principe. Le principe de l'astrologie, c'est la précision, justement. Ah oui, c'est ça. Et disons que c'est un protocole, c'est une règle, comment dire, que l'on applique également par exemple dans le domaine musical. En fin de compte, il faut qu'il y ait une précision pour qu'il ressorte réellement quelque chose de cet art, parce que c'est tout de même un art. Alors si on considère que l'astrologie est basée sur l'astronomie et sur la précision des calculs, eh bien il faut en tenir compte de cette précision. En tout cas, il faut l'actualiser. Il faut que ce soit une réalité. Sinon, eh bien, on fait autre chose. On fait par exemple de la cartographie, on fait de la numérologie, autre chose. On peut faire des précisions par différents moyens. On peut faire des prévisions par différents moyens. Là, on est en train de parler de prévision. Comme vous dites, l'analyse d'un thème est toujours quelque part assez prévisionnelle. Alors vous ne pratiquez pas tellement vous préférez les progressions au transit. Disons que je regarde beaucoup les progressions de Vénus. Vous faites progresser par combien? 1 degré par an? Oui, bien sûr, les progressions secondaires. Oui. J'ai vérifié qu'elles sont tout de même très parlantes au moment de la rencontre. Souvent, il y a des aspects très, très précis entre la Vénus progressée de l'un et la Vénus progressée de l'autre, ou bien la Vénus natale de l'autre, ou bien Mars natal de l'autre, ou Soleil natal. Par exemple, les aspects entre Vénus et Mars souvent indiquent des ententes sexuelles assez fortes, passionnelles, disons, une relation passionnelle qui pas forcément va durer dans le temps. Et il faut regarder également, bien sûr, les aspects synastrie en natal. Les aspects, par contre, entre Vénus et Soleil, souvent indiquent tout de même une relation beaucoup plus durable, peut-être. Comment vous faites? Vous faites vos calculs, vous dites voilà, la personne a 30 ans, c'est Vénus 30 degrés plus loin, c'est ça? Vous regardez on regarde, on fait... Vous regardez comment Vénus se raccorde avec les éléments. Non, attendez, non, c'est pas ça. On prend chaque jour, on arrive au 30e jour. C'est pas 1 degré. Ah oui, donc c'est donc c'est pas 1 degré, c'est effectivement c'est les directions secondaires. Oui. Et on regarde le 30e jour après la naissance, et après à 30 ans. Et donc Vénus se trouve... Dans le cas de Vénus, effectivement, elle aurait quand même avancé d'à peu près 30 degrés.
Et là, on va la relier avec les autres éléments du thème natal. Du thème natal du partenaire, ou même on va voir ce qui est... On ne fait pas progresser les autres planètes, on fait progresser que cette planète-là. Si, vous regardez le thème progresser. Ah oui, donc vous faites le thème carrément de 30, 40 jours après, le thème global, vous tirez le thème global. Mais je regarde dans ce thème progresser, je regarde surtout Vénus, mais également Mars, parfois. On regarde en fait ce qui peut former un aspect avec les planètes progressées du partenaire ou les planètes natales du partenaire. On s'aperçoit souvent qu'il y a des aspects très précis entre les Vénus, ou Vénus-Mars, ou Vénus... C'est une étude qu'a fait Paul Westphal, qui a été tout de même une étude très approfondie. Il y a quand même pas mal de possibilités, si je comprends bien. La Vénus peut être, au moment que Vénus aspecte quelque chose, ça marche. Ah, c'est pas quelque chose, c'est en général Mars ou le Soleil ou Vénus. Il n'y a que 3. Ça ne produit pas si souvent que ça. Comment ça? Il n'y a pas tout le temps des aspects entre Vénus progressée et les autres planètes. Ah, je ne me fais pas dire, c'est bien pour ça vous risquez, non, parce que je disais, à ce moment-là, si vous avez aussi peu de facteurs, vous risquez de ne pas avoir de correspondance au moment voulu. Mais écoutez, on ne rencontre pas tous les jours une personne avec qui... Donc là, effectivement, vous jouez gros, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que au moment où la personne rencontrait, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est pas qu'il faut qu'il y ait. Et encore là, on est encore à un niveau de probabilité. C'est qu'on vérifie souvent qu'il y a. Oui. Dans mon cas, par exemple, j'ai rencontré mon mari lorsque ma Vénus progressée était en conjonction avec son Mars progressé, par exemple. Oui. C'est un exemple. À l'époque, vous faisiez déjà de l'astrologie ou vous l'avez vu rétrospectivement? Non, je l'ai vu ces temps-ci comme je regardais. Oui, parce que c'est récent. C'est récent. Ça. Donc ça, c'est ce que je voulais vous poser finalement. Qu'est-ce qui fait qu'on adhère à une technique nouvelle? C'est parce que ça nous correspond bien déjà au niveau personnel. Oui. C'est ça qui peut jouer. Oui. S'il n'y avait pas eu ça, peut-être que vous n'auriez pas accepté ce système. Oui, disons que j'ai trouvé la démonstration. Si ça n'avait pas marché pour vous, vous auriez dit bon mais ça ne marche pas pour moi, il n'y a pas de raison de m'en occuper pour les autres. J'ai vérifié sur d'autres personnes, effectivement, ça n'est pas toujours parlant. Il y a des relations qui se créent, pas forcément avec cette prérogative. Oui. Mais il faut voir également quel type de relation. Et avant, alors ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous fonctionnez avant. Avant parce que vous n'aviez pas cette fameuse Vénus progressée. Non, mais je regardais. Donc c'était moins bon. On regardait les transits au moment de la rencontre. Vous n'étiez pas tellement en progression avant, en fait. Non, je n'étais pas tellement en progression, c'est vrai. Et je dois dire que cette étude m'a beaucoup interpellée, dans le sens qu'il insiste bien pour dire que le thème de naissance est un thème, disons que les transits indiquent des événements extérieurs, tandis que les progressions indiqueraient... Qu'est-ce qui dit ça? C'est le géant Gutenberg? Qu'est-ce qui dit ça? Non, c'est... Oui. Il y a plusieurs personnes qui mais il y en a plusieurs. Oui, l'astrologie humaniste, toute l'astrologie humaniste dit ça. Ils ont les deux systèmes. Également Ruperti. Oui. Donc les transits indiquent des événements extérieurs. Enfin, je vais saluer nos amis. Tiens, je disais que en fait, les transits indiquent des événements extérieurs, tandis que les progressions indiqueraient, disons, l'évolution de la personne, le changement intérieur de cette personne. Et c'est tout de même... Mais alors une Vénus de progression de Vénus, c'est aussi un événement extérieur, non? Quand même, s'il y a une rencontre avec quelqu'un, c'est quand même bien sûr. Extérieur. Par rapport à la comparaison. À moins de dire mais lorsque on regarde le thème progressé, on s'aperçoit que la Vénus n'est plus, par exemple, en Cancer, mais elle est en Lion. Voilà, donc on a une autre manière de vivre l'affectivité, par exemple. Oui. Je trouve qu'il y a une grande réalité dans ce thème progressé. Moi, donc avant, il manquait quelque chose. Vous aviez les transits pour l'extérieur, mais vous n'aviez pas quelque chose pour l'intérieur.
que les progressions, c'est l'intérieur. Je ne considérais pas qu'il fallait disjoindre les deux, mais là je m'aperçois... Ah oui, d'accord, c'était un truc qui valait dans les deux cas. Je m'aperçois que d'analyser un thème natal, considérer par exemple une Vénus dans un certain signe, dans une certaine position, qui serait, disons, une manière de vivre l'amour définitive, en tout cas figée, non, c'est tout à fait irréaliste, c'est pas réel ça, parce que justement, on évolue dans notre manière d'aimer. Et donc, le thème progressif reflète bien ce changement, disons, de mode. Mais par exemple, une relation peut évoluer. On peut très bien imaginer qu'au début, elle ne corresponde pas à la progression de Vénus, et puis qu'au bout d'un certain temps, ça correspond. Parce que les choses ont pris tournure, ou inversement. On a vérifié également. Parce que ça peut se justement faire. Par rapport à ces progressions comparées, on explique justement le fait qu'une relation puisse durer 2 ou 3 ans et c'est tout, et qu'une autre relation puisse durer davantage. Alors justement, qu'est-ce qui va faire qu'elle va durer plus longtemps? C'est qu'il y a, qu'il y a plus d'aspects ou qu'il y a quoi? Non, bien souvent, premièrement, c'est que l'amour peut finir, mais la relation peut durer, parce qu'il y a énormément de gens qui sont mariés et qui ne s'aiment plus. Donc, justement, quels sont les facteurs techniques qui vont sous-tendre cette différence d'évolution? eh bien, éventuellement... Parce que la progression de Vénus, bon, il va y avoir un point de contact, un point de jonction, et puis après, ça va défaire. Oui, ça va se défaire, justement. Ça va tout le temps, ça défait toujours, automatiquement. Ça se défait toujours, oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines relations vont durer ou vont continuer à s'aimer? Peut-être c'est qu'il y a une prédisposition natale qui est justement forte. Si en natal, vous avez déjà des aspects très forts, Mars, Vénus, ou Soleil-Lune, par exemple, ou autre, eh bien, probablement, ça permet au couple de durer davantage dans le Est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité d'un retour d'affection, par exemple? Également. Qu'il y a un moment où ça reprend, ça relance? Bien entendu. Parce que, également par rapport à ces progressions, il peut y avoir des progressions qui se font par rapport à d'autres planètes également. Mais globalement, si je comprends bien votre raisonnement, ce n'est pas une règle que j'impose. non, mais c'est-à-dire que c'est la durabilité de la chose. Parce qu'un des grands problèmes dont on ne parle pas assez en astrologie, c'est la durabilité. Au niveau On dit couple, voilà, hein. non, dans n'importe quel domaine, aussi bien un événement que quoi que ce soit, combien de temps le processus, comment le temps le pronostic va se... Même si un pronostic se réalise, c'est jamais indéfiniment. Donc il y a toujours un moment où ça se... Même si ça a lieu, combien de temps ça va durer? Oui. Ça peut commencer, mais combien de temps ça va durer? Oui. Est-ce qu'il y a des moyens pour savoir? Quels sont les moyens que l'astrologie... Qu'est-ce qui permet à l'astrologue de dire que quelque chose va durer ou pas durer? Est-ce que c'est... Je vous dis, c'est par rapport à l'analyse que l'on fait déjà au départ, on peut comprendre si un couple a des éléments des éléments solides dans la comparaison déjà. Oui. En faisant l'analyse des thèmes, on peut comprendre quels sont disons, les tempéraments, voilà. Si la personne a trouvé effectivement ce qu'elle recherche, dont elle a besoin. Parce que là, ça va relativiser. Mais ce dont elle a besoin à ce moment-là, parce que nos besoins ne sont pas toujours, ne sont pas définitifs. L'astrologie est dynamique, en fin de compte. L'astrologie doit être dynamique. On ne peut pas être figé sur le thème natal. Le thème natal, c'est un départ. Le thème natal, c'est quelque chose qui peut indiquer un chemin, disons, possible. Peut indiquer si la personne, quel type d'expérience rencontrera cette personne, mais c'est tout de même... Oui, mais alors c'est paradoxal, parce que tout à l'heure vous disiez le contraire, vous disiez que la prévision devait être relativisée par rapport à la solidité de l'entente au niveau psychologique. Donc ça n'est plus dans le domaine de la progression là. Donc si un certain nombre de thèmes sont déjà s'entendent bien entre eux, même s'il n'y a pas la configuration idéale à tous les moments, ça va quand même tenir leur route.
Qui sait? Donc à ce moment-là, vous dites que il faut recadrer la prévision dans le cadre du thème natal. C'est quand même le thème natal qui va quand même donner la durabilité de la chose. C'est ce que vous avez dit. Non, non. J'ai dit, de toute façon, il y a toujours une marche d'impondérable. On ne peut pas dire à 100% qu'une chose va être comme ça et pas autrement. L'astrologie, c'est en fait, ça, c'est tout de même, moi, en tout cas, je considère que ce n'est pas l'art du 100%, c'est pas, ce n'est pas l'art du 100%. C'est un outil pour se diriger, c'est un outil qui peut aider à mieux comprendre quels sont nos besoins. Au moment où on s'intéresse d'ailleurs, parce que c'est pas forcément définitif, je pense qu'il faut tout de même, c'est pas trop en demander à l'astrologie. Il faut l'astrologie individuelle. Oui. Parce qu'on peut faire des statistiques sur des milliers de voitures, en disant que globalement il y aura un certain pourcentage d'accidents. Par contre, sur une personne en particulier, il ne fait rien. Une personne peut ne pas être dans la statistique, elle peut échapper à la statistique. C'est pour ça que l'art de l'astrologie individuelle est très, très périlleux. Mais est-ce que l'astrologie mondiale ne rencontre pas les mêmes problèmes? Mondial peut-être, mais au niveau collectif, oui, mondial, ça dépend. Là aussi, je crois qu'il y a un grand problème de formulation. Il y a des formulations qui ne sont pas heureuses. Et si on formule de façon regrettable, on se trompe tout le temps. Il y a des gens qui ne savent pas présenter les choses de manière intelligente. D'ailleurs, je discutais l'autre jour avec un voyant. L'art, dans toutes ces disciplines-là, l'art, c'est de trouver le ton juste. C'est-à-dire de trouver le dosage juste. Et même parfois de trouver des expressions qui ne sont pas trop précises, mais qui sont... Alors elles ne sont pas précises, mais en même temps, elles correspondront à toutes sortes de situations diverses. C'est ça le paradoxe. C'est que plus j'ai un discours imprécis, moins il sera mis en échec. Donc la précision, la précision n'est pas une garantie. En fin de compte, si je dis une chose, si je parle par exemple des femmes en général, personne ne dira que c'est faux. Mais je serai imprécis. On va dire, oui, je serai imprécis, mais mon discours ne sera pas mis en échec. Là, vous parliez de l'imprécision en disant que ça peut, parce qu'il y a des échecs. Les échecs sont peut-être justement dus à une trop grande précision. C'est-à-dire précision dans le sens où le propos n'est pas assez bien formulé pour pouvoir passer. Et il y a des gens qui sont très maladroits dans leur façon de s'exprimer. Et donc par conséquent, ils sont tellement maladroits que ça serait miraculeux que les choses se passent comme ils ont dit. Parce qu'ils emploient des mots qui sont trop particuliers, trop spécifiques, et donc par conséquent qui n'ont qu'une capacité à correspondre extrêmement faible. Donc, donc le paradoxe c'est que plus on est imprécis, plus on est précis. Alors, ou plus on est imprécis, moins on risque d'être en échec. Oui, mais bon, tout dépend également du support, comme on était dit. Apparemment, il me semble que les astrologues qui utilisent par exemple les tarots pour répondre à des questions, répondent d'une manière tout de même très péremptoire, à mon avis, par rapport moins que je crois. En fin de compte, il y a tout un art. Oui, il y a tout un art. C'est justement les erreurs de débutants qui consistent à précisément dire des choses de manière maladroite, à prendre trop de risques. Et plus on connaît bien le domaine, plus on trouve des formules qui sont finalement, qui à la fois pour la personne qui vous entend ont l'impression d'être très précises, mais qui en réalité ne le sont pas vraiment. Mais ça c'est sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les mots utilisés sont très importants et la manière de les utiliser. Il y a des gens qui sont malheureusement très maladroits. Et ça se voit tout de suite déjà dans la façon de s'exprimer. Une personne qui s'exprime de manière gauche, maladroite, ne pourra pas être un bon astrologue, ou plutôt, elle sera un astrologue qui va beaucoup rencontrer de déboires. Et c'est vrai aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan prévisionnel.
elle ne saura pas dire les... Alors, c'est pour ça qu'une formation philosophique, formation linguistique et philosophique est utile, parce qu'on apprend à dire les choses de manière un peu abstraite, de façon à ce que ça soit, que ça soit possible dans des tas d'exemples, dans des tas de cas. Oui, on pourrait. On était en pleine discussion sur la valeur de l'astrologie, et on disait une chose qui pourrait justement pour rebondir là-dessus. Donc, nous avons donc été rejoints par Marie-France Petit, Marie-France Philippe plutôt, qui nous rejoint avec Mireille Petit. Je disais qu'une des qualités de l'astrologue, c'était de savoir employer des mots qui peuvent être compris de diverses façons, de façon à ce qu'ils ne risquent pas complètement de se tromper. Il faut employer des expressions qui soient suffisamment... Par exemple, des gens qui ont une formation philosophique, souvent, dans le sens des abstractions, des concepts, ils ont une grande... Généralement, ils ne peuvent pas tellement se tromper quand ils parlent. Parce qu'il faut toujours une expression qui est un petit peu passe-partout, qu'on peut comprendre de différentes manières. Quelqu'un qui n'a pas cette formation, ben, il va se planter parce qu'il va dire des choses trop précises, trop particulières. Il ne va pas trouver une expression qui peut être acceptée sous différentes façons. Il ne va pas être placé dans la polysémie. Par exemple, quelqu'un comme Emmanuel Leroy, par exemple, qui a fait beaucoup de philosophie, il a un talent de communication enviable, mais de la même façon, par exemple, aujourd'hui, j'ai discuté avec un astrologue qui faisait des textes pour les horoscopes dans les journaux. Il me disait qu'il y avait M. Lambert du Mans, qui vient dire un entretien, il me disait que, ben oui, il avait un talent pour dire des choses pour un groupe de gens considérables, mais de façon à ce que chacun s'y retrouve. C'est ça, c'est ce talent de dire des choses générales, mais qui fasse exprès pour chaque personne. Alors, non, parce que notre amie Mireille Petit, elle se plaignait entre guillemets, que vous risquez parfois de se planter en astrologie, de se tromper dans les prévisions, dans les réponses qu'on donnait, etc. Et je le disais, c'était probablement, et peut-être parce que elle employait un langage qui n'était pas assez flou, pas flou, mais en tout cas assez flexible, si vous voulez. Est-ce que vous avez réfléchi à cette question, Madame Philippe, c'est-à-dire de la question de comment l'astrologue doit-il s'exprimer pour bien communiquer avec son client? Alors, avant toute chose, s'adresser vis-à-vis de la personne qui vient nous voir de but en blanc, en lui débutant son thème, mais déjà de prendre contact avec la personne, de savoir d'où elle en est. Donc, son vécu déjà, c'est important déjà de savoir d'où elle en est dans son vécu. Parce que le thème, c'est une chose, mais tout n'est pas écrit par avance dans le thème. Sinon, on ne les entend pas. Déjà écrit à l'avance à quoi ça servirait de vie. On est là pour faire des expériences, on est là pour évoluer, pour faire des nouvelles consciences. Et donc, il y a cette problématique déjà au départ quand une personne vient nous voir, déjà de savoir pourquoi telle raison cette personne vient nous voir. Il y a toujours une raison qui est que la personne traverse une phase difficile de sa vie, elle se pose beaucoup de questions, elle n'a pas confiance en elle, elle a besoin donc qu'on la réconforte, mais c'est pas de lui donner des solutions toutes faites, apportées sur un plateau, mais c'est à faire travailler aussi cette personne. Moi, je trouve important que ce ne soit pas l'astrologue qui débite tout, mais que la personne en face, elle fasse un travail sur elle-même, qu'elle apporte sa part aussi. Mais c'est aussi important de savoir où en est la personne au moment présent. Alors c'est souvent pour certaines personnes mal perçues parce que beaucoup craignent des voyantes. Et donc
On doit deviner, on doit deviner. Ça. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Oui. Alors, C'est le consultant, c'est le client qui doit vider la documentation. Est-ce que, alors justement, alors, donc notre amie Mireille, elle disait carrément, on va regarder le thème vraiment de la consultation, on va regarder si l'astrologue et le client ont des thèmes qui s'entendent bien entre eux, par exemple, ou comme ça. bah, le client, enfin, je n'aime pas employer le mot client, le consultant plutôt. Le consultant, on ne sait pas, ça peut être aussi l'astrologue qui consulte. Donc, non, parce que sinon, il faut mettre, enfin, moi je vois pas ça. Donc, oui, alors, mais quand on dit patient, C'est un peu une thérapie, oui. c'est un terme dangereux, parce que quand on emploie le mot patient, le terme médical. Moi, j'ajoute employé en consultant. Oui, Mais en français, c'est ambigu. Même si c'est ambigu, Mais c'est parce que le consultant, c'est aussi l'astrologue. Non, on dit aussi le consultant. Et dans le domaine de la psychologie, on dit le consultant, c'est-à-dire le praticien. Et dans le domaine de la psychologie, on emploie le terme. Bah, eux, ils n'ont pas de problème, parce que pour le mot patient, ils n'ont pas de problème par rapport au mot patient dans la psychologie. Comme c'est pas forcément. Il y a un problème de formulation qui n'est pas réglé, qui n'est pas résolu, il faut le préciser, il n'est pas résolu. Je crois que le mot client reste quand même le meilleur mot, parce que ça veut dire jeune histoire. C'est sans connotation, quel que soit. Il faut pas 36, actuellement, on peut pas, il n'y a pas d'autre solution. Alors, bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord entre vous. alors, puis, comme je le disais, il y a des personnes dont le but est de savoir ce qui va leur arriver et qui testent, qui vont essayer de nous tester, savoir si on est capable de faire des choses. Donc, Oui, j'ai des voyantes. Elle accepte ça, Mireille. J'ai fait cette expérience. Comment ça, j'accepte? Tu dis que l'astrologue, il est là pour répondre aux questions qu'on lui pose. Bon, alors voilà, il faut... voilà, donc... Oui, mais il n'est pas là pour deviner, dans le sens de deviner le passé de la personne. Et bien souvent, les personnes, moi ça m'est arrivé, je lui ai demandé, je lui ai posé des questions, elle m'a dit non, c'est vous qui devez me dire ce qui m'est arrivé. Oui, voilà. À moi de ce moment-là, je ne vous dirai pas, non, je ne dirai pas du tout. Ça durait longtemps. Oui, donc enfin, c'est pas évident. Elle hésitait beaucoup, La c'était capsule il fallait que je devine ce qui s'était produit à ce moment-là. C'est vrai qu'on peut effectivement également donner certains éléments par rapport à un Bien sûr, par rapport au transit. qui a pu se produire, un changement, par exemple, De toute façon, domaine familial ou autre. vous employez le mot deviner à juste titre. Quelque part, l'astrologue, il est amené à deviner. C'est-à-dire qu'il est amené à dire... Moi, récemment, j'ai trouvé une formule qui paraît un peu choquante. Je disais, l'astrologue, il est censé, à un certain niveau, dire à son client ce que le client sait déjà. Mais c'est ça, deviner. C'est pas dire des choses que personne ne sait. C'est dire devine qui je suis, devine ce que j'ai fait, etc. Donc quelque part, c'est pour ça que dans la conversation le client est si important, c'est lui qui va dire oui, vous avez bien deviné. Oui, mais on ne sait jamais comment la personne va nous faire. Il y a des transits planétaires qui sont déterminants. Il se passe toujours des choses avec les transits planétaires. Il peut se passer des événements concrets, des événements tangibles avec un transit. Et il y a d'autres personnes qui, avec le même transit planétaire, ne vivront pas à l'événement, mais vivront plutôt une prise de conscience, une métamorphose de leur être, une évolution, voilà, qui va, cette prise de conscience, va pouvoir les
les amener à changer de voie, par exemple. Parce que tout à l'heure, vous distinguiez les progressions pour parler des changements intérieurs et des transits pour parler des changements extérieurs. Vous n'utilisez pas les progressions, vous êtes de l'école Nicolas, donc c'est assez astronomique. Ah non, mais moi je ne suis pas de l'école de Nicolas, je vous ai dit. Oui. Je vous ai dit que je ne suis pas de Donc, mais vous n'acceptez pas les progressions. C'est pas que je n'accepte pas les progressions. Les progressions. 1 degré par jour ou 1 degré par an, enfin 1 jour par an. C'est intéressant, les progressions, mais ce que je trouve vraiment significatif, ce sont les bilans planétaires. Il y a vraiment énormément de choses à voir avec les transits, mais quand il y a des progressions, ces progressions peuvent être réglées par des transits, pas d'accord. Les progressions tout seules sans les transits, contradictoire parce que le transit indique des événements souvent que l'on subit. On n'est pas vraiment les acteurs de ces événements. Enfin si, on est les acteurs, mais on n'est pas les producteurs. Vous avez par exemple une vallée d'un accident, c'est pas vous qui les progressions, quand même, l'évolution de la personne. Ces changements de goût, surtout, au niveau des goûts, au niveau des personnes qu'elle peut rencontrer. Enfin, moi, ce qui me gêne, bon, non, mais ça, on n'avait pas la. Vous avez développé récemment c'est un peu ce que font les humanistes, ils opposent les progressions et les transits. Mais je vais revenir sur la question des transits. Moi, ce qui me gêne beaucoup avec les transits, c'est qu'il y en a beaucoup déjà, et qui se succèdent dans un ordre aléatoire. Si vous prenez par exemple, imaginons par exemple que vous consultiez quelqu'un, vous donniez une consultation à un étudiant, peu importe, et vous allez étudier ce que vous appelez les transits. Tantôt ça sera un transit de telle planète, tantôt ça sera un transit de planète, donc ça sera une succession d'interventions planétaires extrêmement diverses. Il n'y a rien de cyclique. Le problème des transits, c'est que c'est pas cyclique. C'est-à-dire que c'est pas cyclique, ça peut être cyclique dans l'absolu, mais en fin de compte, ben non, c'est pas cyclique. Parce qu'il va y avoir un cycle qui va commencer, puis un autre cycle qui va commencer, puis un autre cycle qui va commencer. Donc vous allez avoir, si vous avez deux transits de 5 ou 6 planètes sur 1 an ou 2 ans, vous voyez la cyclicité. Chaque fois, le transit va commencer. Alors, le transit va commencer. En plus, le transit, il fixe une date, c'est pas un cycle. Bon, alors il n'y a pas de cyclicité. La date fait partie d'un cycle entier. Oui, justement, vous dire que ça. Il y a plein de cycles. Oui, c'est ça. Oui, justement. Chez Rudyard, il y a cette dualité. Il a à la fois une théorie cyclique qui est très simple, qui est relativement simple, et puis après, les cycles qui sont extrêmement complexes. Mais justement, l'être humain est complexe. Oui, mais alors les événements, alors c'est ça la question, c'est que ça c'est intéressant que la théorie de l'être humain est complexe, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont un vécu existentiel extrêmement complexe. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, il y a autre chose qui se passe, etc. Un jour c'est comme ceci, un jour c'est comme cela. Et ils cherchent dans l'astrologie quelque chose qui correspond à cette diversification de leur vécu. Et effectivement, à ce moment-là, ils ne vivent pas dans la cyclicité, ces gens-là. Ils vivent, aujourd'hui j'ai ceci, demain j'ai cela, autrement, etc. Mais qui dit cyclicité dit reproduction d'un même schéma, c'est bien ça. J'ai l'impression que beaucoup d'astrologues, franchement, beaucoup d'astrologues ont complètement perdu la conscience de ce que c'est que la cyclicité. Ça devenait quelque chose d'extrêmement abstrait. La cyclicité, c'est effectivement un processus qui suit une certaine temporalité. C'est-à-dire que vous êtes en train de donner, par exemple, une journée, effectivement, c'est une cyclicité. On se lève, on s'habille, etc. Il y a quelque chose qui commence et qui se termine, et qui en l'occurrence met 24 heures.
Maintenant, si vous avez... Depuis que je suis là, Par exemple, les cycles de Jupiter, on sent que même le retour de Jupiter, le retour de Saturne, c'est tout de même une cyclicité, ça. c'est une cyclicité, oui, c'est la seule cyclicité qui existe à peu près dans la pratique des astrologues. Et effectivement, on va privilégier les retours tous les 12 ans, tous les 30 ans, etc. En fin de compte, c'est ça. Donc à ce moment-là, ça n'est ni, là on n'est ni dans le domaine des directions, ni dans le domaine des transits, dans le domaine des retours. C'est un troisième concept. Il faut donner la place, il faut l'écart. Alors ce concept du retour, c'est-à-dire retour de Saturne à sa position natale, ou à l'opposé de sa position natale, ça c'est ce qu'on appellerait la cyclicité chez les astrologues. Mais ce n'est pas les transits. Les transits, au contraire, c'est un outil qui permet de déterminer le climat d'un moment donné par rapport à un autre moment donné. Qui peut être, aujourd'hui, on va avoir un transit de Vénus, demain, on aura un transit de Saturne. Les transits, ça s'insère toujours dans un cycle particulier. Non, en théorie. Mais je pense qu'il y a encore... En théorie, c'est très théorique. En réalité, vous n'allez même pas faire parler de ce cycle particulier. Vous allez dire, voilà, aujourd'hui vous avez ça. Vous n'allez pas lui dire, ah oui, mais vous savez, ce truc-là, ça s'est produit il y a longtemps, avant, etc. Ça devient trop compliqué. Vous allez utiliser les transits de façon non cyclique en réalité. Vous allez, le transit va vous permettre de dire, ce jour-là, voilà la configuration qui va déterminer. Et en plus, ça n'est pas une cyclicité astronomique. C'est pas une cyclicité astronomique, c'est une cyclicité, c'est un lien entre un jour donné et le thème natal. Donc c'est même pas une vraie cyclicité astronomique, c'est même pas l'astronomie à la limite. C'est même pas l'astronomie parce que c'est le passage d'une planète aujourd'hui sur le thème natal il y a 30 ans. Ça ne correspond à aucune réalité astronomique. Justement, je suis en train de faire des recherches à ce sujet parce que je travaille sur notre prototype de Lodge-Steiner, je ne sais pas si vous connaissez, donc pas tant au niveau de... Attendez, là, vous bloquez le chemin, là, carrément. Vous voyez que... Regardez, là, les gens ne peuvent même pas passer. Vous n'avez pas fait attention, vous bloquez complètement le chemin. Ne vous rendez pas compte, là, ça c'est déjà un signe intéressant. Vous ne vous rendez pas compte que vous bloquez le chemin de passage. Alors, ce que je disais, c'est que par rapport au phénomène de cycle, on peut penser que les cycles se sont intériorisés, c'est-à-dire qu'un cycle fait toujours, par exemple, le cycle de Saturne,